Dean Tavoularis. Accompagné de Jérémy Minzer, l'auteur du livre Ce livre-là, qui sort chez Synecdoche, donc là, c'est une maison d'édition de David Frankel. On peut peut-être commencer par dire, vous pouvez vous asseoir, please. On peut peut-être dire un mot du livre, quand même, que vous allez signer tout à l'heure après la projection de Tucker sur la mezzanine de la bibliothèque. Comment est né ce projet? En fait, le projet est né d'une rencontre que j'ai fait avec Dean il y a 1 an et demi à Paris, qui avait rien à voir avec le cinéma. C'était complètement, on s'est vu pour autre chose. Et à ce moment-là, j'ai proposé à Dean de faire une interview, mais juste pour faire un article. Parce que j'avais jamais rencontré, je connaissais son nom, c'était vraiment un nom légendaire pour moi du cinéma, mais on ne s'était jamais parlé, j'avais pas lu d'autres interviews avec lui. Et donc, j'étais le voir 1 mois plus tard et on a fait une interview pour SoFilm qui avait été publiée l'été dernier, l'été avant. Et franchement, au bout de 15-20 minutes en parlant avec Dean, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment faire un livre avec Dean, c'est incroyable, l'histoire du cinéma, la sagesse de son métier et tout ça. Donc, en sortant de cette interview d'1 heure, j'ai appelé mon éditeur David Frankel et je lui ai dit, j'ai le prochain livre, ça va être sur Dean Tavoularis, et David était d'accord. Et tout de suite, on a commencé à prolonger les interviews pendant quelques mois pour faire le livre qui vient de sortir. Alors on apprend énormément de choses dans le livre, sans doute parce que jamais un directeur artistique ou un chef décorateur n'a raconté son travail avec autant de précision, mais surtout on s'aperçoit que Dean Tavoularis est vraiment à la frontière. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un Hollywood finissant, décadent, miné par la télévision. Il commence chez Walt Disney. Il fait des cellulos, comme on dit, chez Walt Disney. Et puis ensuite, il essaie de travailler pour cet Hollywood de la moitié des années 60, où vraiment ça va pas très fort quand même. Et puis, il est au bon endroit, au bon moment. Un des premiers films importants qu'il va faire, et son rôle sera très important dans le film, c'est Bonnie and Clyde, c'est-à-dire que c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Hollywood. C'est ça, et en fait, oui, Dean commence dans les années, après il va expliquer peut-être lui-même, mais il a commencé dans les années 50 chez Disney, et puis il était assistant décorateur dans le grand studio hollywoodien dans les années 60, et son premier film en tant que chef décorateur, c'est Bonnie et Clyde. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai compris que le nouveau Hollywood, c'était pas seulement une question de réalisateurs faisant de nouveaux films, de films différents de films qui se faisaient au studio avant, mais aussi de techniciens comme Dean qui apportaient quelque chose de nouveau au métier, au décor de film, parce que le Bonnie et Clyde avait été tourné complètement en dehors de studio, dans le Texas, dans de vrais locaux, des vrais lieux. C'était beaucoup plus réaliste d'une certaine manière que ce qu'on faisait à Hollywood à l'époque. Donc j'ai compris que la révolution du nouveau Hollywood, c'était aussi une révolution du décor, c'était notamment grâce à Dean. Eh bien, tu peux peut-être lui poser une question là-dessus. En anglais, vas-y. On comprendra, on va se débrouiller, oui, oui. So Dean, this is just more a general question. Then we'll get maybe to Tucker, more specifically the film we're going to see. But it's to know actually, you know, I was just explaining that the new Hollywood wasn't only a question of directors coming in and doing things differently, but maybe also of technicians like you coming in and deciding that the look, the decor, the sets of the film wouldn't be the same that they had done before. So could you possibly speak about that? Well, I think that I'm not an expert because it's not about film, but just human growth. That these changes, and I think there was a profound change that affected film around that time after the war and things were settling down. And it was kind of a general
transformation, and it affected maybe some people more than others, but I'm going to translate that first. Oui, je vais traduire. Donc en fait, il dit, je ne suis pas un expert du cinéma, moi je vois ça plutôt comme une question de croissance humaine, de transformation, et que c'est vrai qu'après la période de l'après-guerre, et la génération qui vient de l'après-guerre, c'est une génération aussi qui voulait un peu un changement, qui allait vers quelque chose d'autre que ce qui se faisait au studio à l'époque. I can ask you more specifically. When you did Bonnie and Clyde, they wanted to shoot the films in the studios, on the Warner Brothers lot, and this was something that Warren Beatty and Arthur Penn and you were against, and it really made a difference in how that film turned out, I think. That was the turning point, I think, that Mr. Beatty showed me a letter not very long ago from Harry Warner to Warren Beatty during the filming of Bonnie and Clyde, saying that he was totally against the shooting in real cities and real locations in Texas. He wanted the film shot in the back lot, kind of the Western Street for the TV shows. Let me just translate. Donc en fait, c'était vraiment un changement pour Hollywood à l'époque. Et ce qui s'est passé, en fait, j'ai vu Warren Beatty il n'y a pas très longtemps. Il m'a montré une lettre que c'était Jack Warner, je crois, avait envoyé à Warren Beatty en disant qu'il ne voulait absolument pas que le film soit tourné, que Bonnie and Clyde soit tourné dans le Texas ou en dehors du studio. Il voulait que ça soit tourné chez Warner Brothers, dans le back lot de Warner Brothers, là où ils tournaient tout le western, dans la même rue qu'on voit dans beaucoup de films. Et c'est ce que le studio voulait, mais évidemment, Warren Beatty avait refusé. So it's kind of a proud moment that in the letter, Harry Warner, one of the great moguls of Hollywood, said to Warren, if you don't do what I'm telling you to do, you're fired. And that art director guy of yours, Dean Tabelaris, he's fired too. Et donc, c'est quand même dans la lettre, Warner, qui était quand même un des grands nababs d'Hollywood, il a dit, si vous ne faites pas ce que je veux, vous êtes viré, et votre directeur artistique, Dean Tabelaris, aussi, lui, il est viré, sera viré. I think the desire to make the film the way we did was the place where something changed, I think, in Hollywood, led by people like Warren Beatty, and then Dennis Hopper, Easy Rider, and this wave, the new wave, changed Hollywood. Je pense que le désir de faire le film comme on a fait, de tourner dans le Texas et pas à Hollywood, qui était vraiment le désir de Warren Beatty, c'était vraiment un changement. Et c'était pareil avec Dennis Hopper qui a fait Easy Rider, et c'était ça la révolution, c'était de faire ce film loin du studio. And it was the transformation then. The people that were making the films were owning the films, and the studio system was totally turned over on its head. Donc c'était cette transformation-là qui avait complètement transformé le studio, qui avait turned on its head, je sais pas comment dire, mis à travers, voilà, qui avait bouleversé le studio hollywoodien. Et ça se passe pour vous dire, dans la fin des années 60, début des années 70.
Peut-être un mot sur Tucker, sur le film qu'on va voir aujourd'hui. Donc évidemment, déjà la collaboration avec Francis Ford Coppola a commencé, mais ce film, de toute évidence, est presque une autobiographie rêvée. C'est-à-dire que quand Coppola raconte l'histoire de Tucker et de sa fabrique d'automobiles, il raconte son propre rêve de cinéaste et justement peut-être de revenir à des studios à l'ancienne. Et par ailleurs, je ne sais pas si c'était une facilité ou une difficulté pour M. Tavoularis, mais les voitures du vrai Tucker existaient encore, étaient des pièces de collection très rares, parce qu'il n'y avait que quelques dizaines d'exemplaires. Comment il a travaillé avec cette donnée, si tu veux bien traduire? So Dean, we're going on to Tucker, and Frédéric was saying that, Tucker was a film that was quite, in some ways, autobiographical for Francis Ford Coppola, because it's talking about a kind of rebel who's taking on the big moguls, the big studios, in this case the big automobile companies, and it's like Coppola himself with Zoetrope trying to take on the major studios with his own studio. So he wants to know about how that film came about, and also the fact that one of the things that helped you to be able to make the film, especially as a designer, were that there were still existing Tucker torpedo automobiles that you could use in the actual production. Well, during the making of The Godfather, Francis began to talk to me about the Tucker film. So if he had a revolution in his head about how he was dealing with Paramount, it was bubbling up even back then. Ouais, ça je ne savais pas. Donc en fait, pendant qu'on faisait le Parrain, donc ça c'est le début des années 70, Francis Ford Coppola, il commençait déjà à parler avec Dean de ses projets de Tucker, de faire un film sur Tucker, probablement parce que à l'époque de la production du Parrain, Francis avait beaucoup de problèmes avec le studio Paramount qui produisait le film. Donc il voyait déjà cette idée de Tucker, quelqu'un qui est un peu en rebelle contre le grand majeur. Dean, something else about Tucker that we've talked about a few times. You've always said to me it's one of your favorites of the films that you made with Francis, and I think it would be interesting to say why, actually. Well, it was a pleasant experience. It wasn't like the same feeling that we had doing Apocalypse, where the stakes were higher and it was a different atmosphere. But Tucker, it was pleasant because as far as our group, the art department, myself, led by myself, that we were designing a film that was about design, and that was just a lot of fun for us on that level. Donc déjà, l'expérience de faire, de tourner Tucker était beaucoup plus sympathique que d'autres films qu'on avait fait avec Francis, comme Apocalypse Now. Il y avait beaucoup plus d'enjeux. Et alors que Tucker, on était un peu plus à l'aise. Mais ce qui a intéressé personnellement Dean aussi, parce que Tucker, comme vous allez voir, c'est un film sur le design des automobiles. Donc ça a intéressé Dean et son équipe, le département d'éco. Justement, ça leur faisait beaucoup de plaisir de faire un film sur le design, donc de designer un film sur le design finalement. Peut-être une dernière chose, Dean, avant de voir le film. Vous nous avez fait un très beau cadeau, parce que la Cinémathèque française est un musée, et donc nous gardons les projets du cinéma, que ce soit les affiches, les photos, les dessins de décors, les œuvres du cinéma, et vous nous avez offert pour nos collections
quelque chose qu'on va vous montrer parce qu'on l'a filmé. C'est un projet inabouti de Francis Ford Coppola qui date de la fin des années 90 à peu près, 97, 98, et qui aurait dû être une adaptation de Pinocchio. Donc on va montrer cette pièce, ce rouleau qui fait plusieurs mètres, qui est un storyboard qui raconte tout le film. Est-ce que vous voulez bien dire quelques mots pour l'introduire? Oui, Dean, so they want to show the drawing you did for Pinocchio, and Frédéric was explaining that, you know, it was a film that Coppola started to want to make at some point in the 90s, late 80s. Yeah, I think so. And that, you know, was never made, so this is an unmade film, and you had, during the development of the project, done this drawing that we're going to see that you gave as a very generous gift to the Cinematheque. Maybe you could just explain what it is, actually. Well, there's a term called storyboarding that you do when you, not in every film, but you take the script and you read the script like a novel, and you draw pictures of the scenes as they're described in the script. That's called storyboarding. And many American films anyway are storyboarded. Either heavy action sequences are storyboarded, or the whole book, the whole script is storyboarded. Well, I wanted to do that with Pinocchio, and I was thinking of something I had read that Jack Kerouac wrote on the road on one piece of paper on a big roll. So I thought, well, that is better suited for a movie, which is kind of rolling along. And so I made this storyboard as one roll, and it goes through the beginning to the end in an abbreviated way, the Pinocchio story. Donc il y a dans beaucoup de films là, ce qu'on appelle de storyboarder. Le storyboard, c'est ce qu'on fait des petits dessins pour des scènes qui sont dans le scénario. Souvent c'est pour des scènes d'action qui sont obligés d'être storyboardés pour des raisons techniques, mais parfois c'est tout le scénario qui est storyboardé. Donc moi, quand on développait Pinocchio, il fallait faire un storyboard et j'ai eu cette idée en fait en pensant au livre Sur la route de Jack Kerouac, et que quand il avait écrit, j'avais appris qu'il a écrit le livre en un seul rouleau de papier, un très long rouleau, et ça déroulait comme ça, et je me suis dit, mais c'est quand même un peu comme le film, le bobine de pellicule qui se déroule comme ça, et donc je me suis dit, c'est plutôt une bonne idée pour faire un storyboard. Donc j'ai créé ce storyboard sur un rouleau de papier, où on voit vraiment tout le déroulement du film de Coppola, de Pinocchio, du début à la fin. Et on va le voir là. On va le voir parce qu'on a choisi de ne pas le dérouler, parce que c'est trop fragile. Voilà, là ça commence. Donc on l'a filmé pendant 4 ou 5 minutes. Donc on ne verra certainement jamais le Pinocchio de Francis Ford Coppola. Mais voilà comment vous, Dean Tavoularis, vous l'avez dessiné et rêvé.
infiniment. Et bien sûr, cette pièce, dans quelques semaines, le temps de l'encadrer, de prendre toutes les précautions nécessaires, vous la verrez à l'endroit où elle doit être tout naturellement, parce que Dean Tavoularis est un lointain successeur de notre maître à tous en ces domaines, c'est-à-dire Georges Méliès. Et donc ce Pinocchio de Dean Tavoularis sera accroché au musée Méliès à la Cinémathèque française. Merci infiniment, Dean. Merci beaucoup, Jordan. On se retrouve après la projection de Tucker pour la signature du livre sur la librairie. Merci beaucoup.